C'est l'histoire de militants et de militantes qui s'attaquent aux symboles du passé pour changer le présent. On assume. On ne se cache pas de ce qu'on a fait. On est des Martiniquais, on ne veut plus être entouré de ces symboles-là. Le combat d'une génération qui dénonce le racisme et les discriminations comme héritage social de l'esclavage et de la colonisation. Le racisme qu'il y a à La Réunion fait que ceux qui sont blancs, ils ont plus de chances d'aller vers le haut. Ceux qui sont noirs, ils ont plus de chances d'aller vers le bas. Il déboulonne les statues et les plaques de rue à la gloire de personnages coloniaux pour rappeler à la justice, à l'égalité et à la reconnaissance d'une histoire effacée. Je viens perturber cette douce musique qui nous est imposée par le discours officiel, disant circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien, on est dans le pays des droits de l'homme. Face à eux, le vieux monde reste de marbre. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Le problème, c'est pas de détruire la France ni d'effacer l'histoire, c'est au contraire de parler de l'histoire de France d'une manière qui nous rassemble et donc de ne pas avoir forcément des symboles racistes et des symboles coloniaux dans notre espace public. Et je suis sûre que l'histoire nous donnera raison, ça j'en suis convaincue. Hein. Alors on va se prendre des roches. Oui. Portrait de femmes et d'hommes révoltés qui veulent secouer la société. Là-bas, c'était la statue de Denambuc. Donc Denambuc, c'est le premier colon à avoir posé les pieds en Martinique. Il a génocidé les habitants, les indigènes de la Martinique, les premiers habitants. Et c'est aussi lui qui a commencé en fait le commerce des corps africains. Et pareil, on ne comprend pas comment un génocidaire et un esclavagiste en fait ait une statue à son effigie. Ça n'a aucun sens pour nous. Et donc, à terre. Et là, il y a écrit la Déclaration des droits des militants martiniquais. Donc plus jamais un militant ne devra tomber sous les coups des forces coloniales. J'ai 29 ans, je suis entrepreneur. Après mon voyage au Sénégal, j'ai eu la chance de passer quelques jours avec des femmes à Gorée qui m'ont appris un peu comment est-ce qu'elles faisaient leurs bijoux. J'en faisais déjà un peu, mais je me suis dit mais pourquoi ne pas essayer de gagner sa vie en faisant ce qu'on aime en fait. Cette graine-là, ça s'appelle oreilles milates, donc les oreilles du mulâtre. Et le mulâtre, justement, c'est cette classe sociale que les béquets ont créée. Et j'essaie de donner d'autres noms, donc je l'appelle Zémaron. On décolonise aussi les noms de nos graines, de nos plantes. Les premières statues renversées en Martinique sont celles de Victor Schœlcher. Présente ce jour-là, Jay poste et revendique l'action sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, j'ai dit « Isalope », ça veut dire « bien fait ». Tu lèves la tête, tu lèves les yeux, tu regardes quelqu'un qui te regarde de haut comme ça. Et Schœlcher, vraiment, lui, son truc, c'est qu'il montre la voie. C'est ce qu'il faisait avec son bras, d'ailleurs, que les anciens ont coupé, c'est que tu nous montres la voie de la liberté. Et la Martinique, elle est représentée par une espèce de petite fille. Donc c'est une statue paternaliste, c'est une statue que je trouve sexiste, c'est une statue raciste. Donc ça n'a rien à faire là. À l'école, Victor Schœlcher est présenté comme le père de l'abolition de l'esclavage. Mais avec le temps et ses lectures, Jay s'aperçoit que ce récit officiel éclipse le rôle joué par les marrons qui se sont révoltés. Elle découvre aussi que l'État a versé des indemnisations aux propriétaires d'esclaves, mais pas aux victimes de la traite. C'est tout le vice pour moi de cette abolition-là,
c'est que nos ancêtres, au final, étaient obligés de retourner sur la plantation pour gagner leur vie, pour avoir un peu d'argent, même pour être logés. Et ils étaient obligés de dépenser l'argent qu'ils gagnaient chez le béquet et tout. Donc, c'était tout un conditionnement pour perpétuer l'esclavage, mais sous une autre forme. Partout dans le monde, les manifestations antiracistes se multiplient. Et dimanche 7 juin 2020, les manifestants et manifestantes anglais ont déboulonné une statue d'Edward Colston, un célèbre négrier. Mais en France aussi, les rues sont remplies d'hommages à des esclavagistes et des colonisateurs. Prenons par exemple Joseph Gallieni. Joseph Gallieni, c'est un administrateur colonial français qui a envahi ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français. Il a ensuite imposé la domination française aux Tonkin, puis il a été dépêché pour écraser toute résistance sur l'île de Madagascar. La question qui se pose aujourd'hui à nous en tant que citoyens et citoyennes, c'est de savoir pourquoi le nom de Gallieni est si présent dans notre espace public. Est-ce que nous avons vraiment besoin de tous ces hommages coloniaux ? Comment peut-on espérer lutter contre le racisme en France quand personne ne connaît cette histoire? Alors je m'adresse directement à la mairie du 7e arrondissement, au ministère de la Culture et à Emmanuel Macron, président de la République française. Quel est le message que vous voulez nous faire passer en conservant ces hommages coloniaux dans nos rues sans aucun contexte historique? Statue de Gallieni dans un musée. On vous l'a emballé. J'ai demandé il y a 2 minutes une distance d'1 mètre entre chaque policier et les individus, même avec les caméras, pour des raisons de sécurité. Ouais, j'arrive. Attends, je cherche juste un câble. Salut, je m'appelle Sunboy Vrainon et je suis un militant hors sol. Aujourd'hui, je vous propose une balade sur Internet entre des histoires coloniales, des problématiques écologiques, du rap et la disparition des patois. Car c'est le thème de cette leçon des images que j'ai intitulée « Hors sol, les nerfs sont tendus ». Ok, alors si vous êtes prête, je commence par me situer. Donc moi, je suis Sunboy, un garçon noir et français. Enfin, français, c'est une question existentielle et je ne suis pas le seul à me la poser. En tout cas, ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que je suis afropéen et afrodescendant, en sachant que afro, c'est la contraction d'africain. Donc en gros, j'ai presque jamais été en Afrique, mais je suis africain descendant. Et aussi, c'est une chose assez importante à savoir, je suis un jeune de cité. Je viens des Beaux-Arts, j'ai étudié aux Beaux-Arts à Angoulême, et donc je crée des pièces que je montre dans des lieux d'art. Et à côté, je peux travailler sur ma chaîne Histoire Crépue. Et en fait, j'essaie de donner de la matière comme ça aux gens qui me suivent. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous renseigner. Et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, 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 à bientôt. J'ai la conviction que donner de l'information, enfin, comme disent beaucoup les rappeurs dans leurs textes, le savoir est une arme, mais dans le sens où donner des informations, ça permet de construire une réflexion politique. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait que déboulonner une statue, ce soit effacer l'histoire, parce que je crois qu'une statue, donc, c'est un monument érigé par un régime politique donné. Quand je m'attaque à une statue d'un personnage comme Gallieni, l'enjeu, c'est qu'on remette en question nos schémas symboliques et les personnages auxquels on se réfère quand on pense à la France ou à la République française. Quand il y a un changement de régime, par exemple quand la Révolution renverse une monarchie,
et ben, on enlève tous les symboles de l'ancien régime pour les remplacer par de nouveaux. C'est une manière de manifester le fait qu'on change de manière de penser, en fait. On change de référent symbolique, etc. Ensuite, quand Napoléon revient, il renverse aussi les monuments. Chaque régime qui arrive, en fait, renverse la symbolique de l'ancien. Et donc moi, je me demande pourquoi la Ve République est incapable de modifier la symbolique des régimes qui l'ont précédé quand il s'agit de colonisation. Parce que, par exemple, quand il s'agit de Pétain, tous les symboles ont été retirés, il n'y a aucun souci. Nous sommes Porte Dorée, et juste à l'entrée où se développait l'exposition coloniale de 1931, dont il reste une statue qui représente la France et qui était en haut des marches du musée. Le musée, qui est aujourd'hui musée de l'histoire nationale de l'immigration, et qui sur sa façade représente vraiment toute l'extraction que l'empire colonial français va faire dans ses colonies. Et là, c'est le monument donc à Jean-Baptiste Marchand. Jean-Baptiste Marchand, qui était un officier de la coloniale, on lui confie la mission d'aller du Congo au Nil pour tracer une route pour la France. Donc Jean-Baptiste Marchand part avec 13 officiers, 150 tirailleurs qu'on appelle tirailleurs sénégalais et des milliers de porteurs. Je voudrais vous lire l'extrait d'une lettre qu'un des officiers envoie à sa famille. Donc on est vraiment dans une correspondance de famille à famille. Elle date du 27 août 1897. Donc je la lis. « Je ne me suis guère amusé avec ces 200 porteurs que nous avons pris de force et qui cherchaient à s'échapper à la moindre occasion. On avait beau fusiller ou pendre ceux qu'on rattrapait, les autres essayaient quand même et quelqu'un réussissait tout le temps. Alors les charges seraient restées en arrière si je n'avais pas eu la patience d'aller dans les villages voisins avec 4 ou 5 tirailleurs pour amasser les hommes ou les femmes qu'on y trouvait. On leur plaçait 30 kilos sur la tête et je continuais la route avec toutes les charges. Parfois, tout le monde abandonnait le village, je mettais le feu à 1 ou 2 cases. Généralement, le moyen était bon, tout le monde revenait. On faisait attacher le chef qui était obligé de donner des esclaves pour enlever les charges. La nuit, on surveillait tout ce monde-là. S'ils s'enfuyaient tous à la fois, il était difficile de tuer tout le monde. Vous ne devez pas trop vous étonner de ce que je viens de raconter. C'est la seule façon d'obtenir quelque chose de ces brutes. Je m'appelle Gaël Véléien, je suis artiste militant, artiste de la musique. Je suis connu à travers le groupe Créolocause que j'ai créé il y a 10 ans maintenant. À l'école, on n'était pas des enfants qui comptaient, on était invisibles. On n'avait pas de littérature, on n'avait pas d'histoire, pas de langue, pas de culture, pas d'identité, et c'était normal. On n'était pas, voilà. Vers 18-19 ans, je suis à l'université et je vois qu'il y a une petite bibliothèque, Océan Indien. Je suis surpris justement par un rayon où je vois Réunion. Celui-là, par exemple. C'est des contes créoles, béquet, pas béquet. Je vois ça, je vois mon reflet partout. Pour une fois dans ma société, je me vois dans le miroir de la société. J'écrivais déjà beaucoup des textes, j'écrivais beaucoup en français à l'époque. Et une des conséquences, c'est que j'arrête d'écrire en français à ce moment-là pour me mettre à écrire dans ma langue et dire mes choses. Voilà, dire mes choses, d'arrêter de mettre des primes verts dans mes textes parce que j'en ai jamais vu. J'en ai vu que dans des livres. Mais je mets des primes verts dans mes textes à l'époque parce qu'il y a la déculturation qui est tellement forte. Ça a ouvert un boulevard. Je suis passé par une petite porte, mais derrière, il y avait
Il y avait un univers, mon univers, moi. Créolocos, ça signifie ceux qui parlent créole. Satikos créole. Ça veut dire aussi ceux qui parlent de la cause créole. J'aborde des thèmes de l'illettrisme, de l'exil des jeunes. J'aborde des pages de l'histoire que je raconte en chanson. Je suis le dernier enfant d'une famille de 11 enfants. Même 12, il y en a un qui est mort à la naissance. Donc on est une grande famille, à l'ancienne. Et moi je suis le dernier, le petit, le dernier, celui qui doit obéir, celui qui doit écouter les anciens. Et j'ai refusé cette place, j'ai refusé la place de celui qui écoute et qui subit. Allez. Bon, ma mère, c'est une femme de la terre, comme mon père, des hommes de la terre qui ne sont pas allés à l'école. Où est né un date, la Réunion est encore une colonie. Où l'a grandi, où t'es encore petit, où l'a pas parti à l'école. Comment on l'a vécu ça? Ben, t'es obligé de travailler depuis à 11 ans. On a parti travailler dans l'habitation. Ce temps-là, elle était CIA, elle travaille dans le canne, mais si on mange un morceau de canne, ben, le gros messier blanc, il a envoyé son commandeur dans la rue des coups de Sabouk. Dans Sabouk encore, là, dans oui, le temps là? Oui, il a mené devant le propriétaire. Le propriétaire, il donne un coup de Sabouk encore. Ben, elle était comme ça dans mon temps. On l'a vu peut-être mois de mai, mois de juin, ben, l'action contre le statut ici, m'a abandonné tout ça. De mon il dit, moi aussi midi, qu'il faut tirer un statut là sur la place. Ou comment on voit ça? Ça c'est un statut que de monde des fois il connaît même pas qui ça il est. Il met ça là comme un bon Dieu. Alors que c'est de monde la fouette à nous, c'est de monde la fait l'esclavage. Moi-même là-dessus, ben, pour moi, comme il est comme ça, il est bon. C'est pas de problème. Moi, pas de problème là-dessus. Moi, c'est un statut pour moi. C'est un galet. Oui, justement, c'est un galet. Mais il est pour rien. Non. Je l'ai fait ça, mais il est pour rien. Qui ça la met à Lila? Ben, moi, à mon avis, c'est pas la peine de casser. Laisse-la là. Justement. Il n'y a pas de statut pour bon monde qui travaille pour nous. Il y a un statut pour bon dominant. Il n'y a pas de statut pour notre grand-mère, il n'y a pas de statut pour le... Ça, ben, ça n'est pas dans mon pensée du tout. Ça ne m'y pense pas. Dans le sud de la Réunion, un rond-point est occupé depuis le mouvement des Gilets jaunes, le QG Zazalé. Un lieu autogéré où fleurissent les cabanes, les carrés potagers et les idées pour un meilleur demain. C'est un espace de résistance et un espace de travail tout simplement. Les gens de tout type d'associations qui y viennent, parce qu'on a lancé une véritable convergence des luttes il y a 4 mois déjà. On converge même avec les autres colonies départementalisées, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Kanaki, tous ceux qui ont besoin de se mettre en révolte vraiment pour faire basculer le monde qu'on n'accepte plus. Toi, t'as quel âge justement? 32 ans, bientôt 33. Surveillant dans un collège. Ce que j'aime dire, c'est le pion, il est dernier poste dans la hiérarchie de l'école, mais premier poste dans la hiérarchie des enfants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est être avec les enfants pour pouvoir leur donner une éducation une éducation populaire qui rajoute ce que l'école ne donne pas. C'est-à-dire, je parle de l'histoire, la culture qu'on a, tout ça, moi, je profite de ce poste pour transmettre ça. L'exemple le plus concret de fait colonial à La Réunion, c'est la langue, comment notre langue est bafouée, notre langue est miatir. Le bon frère a fait des études sur la langue, et nous connaît que c'est à peu près 90-95% de la population qui parle ou qui comprend le créole, mais toute chose les fait en français. La Réunion, c'est une identité qui a inclus beaucoup de civilisations qui étaient très différentes, disparates. Et le système veut nous imposer une monoculture de la pensée, une monoculture de la langue. Quand il y aura l'histoire, notre histoire dans nos écoles, nos histoires dans nos écoles, ça va, au contraire, ça va pas nous séparer, ça va nous inclure dans l'arbre de l'humanité en fin de compte. Et là, justement, on est exclu dans cette mono-histoire.
Au pays qui s'allait François de Mailly, un colonisateur de notre pays. Là, on va le colonel Pierre, bombarde Madagascar. Alain gouverneur, la crase à nous, la crase océan Indien. Camarade Gallieni, François de Mailly. Pacification de Madagascar, des centaines de milliers de Malgaches tués. C'est ensemble que nous sommes réunis pour célébrer le 172e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Ensemble que nous faisons ce voyage vers le passé, vers un passé éprouvant, écœurant même, mais un voyage si nécessaire à la compréhension de notre présent. Les beaux discours ne suffisent plus aux militants réunionnais. Ils veulent des actes. Au nom du collectif L'Aproptase Notre Pays, qui réunit une quarantaine d'associations, Ghislaine, Nathaniel et Mathieu sont venus s'assurer que leur demande de changement de statut et de nom de rue ne reste pas encore lettre morte. Monsieur le préfet, excusez-nous, on a un courrier à vous remettre. Monsieur le préfet, on vous remet le courrier sur l'approchage. On a essayé de vous remettre déjà au mois d'octobre. Voilà, au mois d'août. Donc voilà, vous prendrez le temps de le lire. Oui, avec plaisir. Et de nous répondre si c'est possible. Ça va dans le sens de votre discours, monsieur le préfet. Parfait. À la mémoire de Géréon et Jasmin, esclaves domestiques exécutés sur cette place le 10 avril 1812. En 1811, les esclaves de Saint-Leu se sont révoltés contre le système de l'esclavage pour réclamer leur liberté. Grâce au travail des militants culturels, le maloya, une pratique musicale héritée des esclaves de la Réunion, refait doucement surface. Jusqu'en 1982, il était interdit par l'administration française. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Ici, c'est le local de l'association Racine CAF. Racine CAF, nous l'est né le 20 décembre 1998. Les gens ne connaissaient pas du tout c'était quoi l'esclavage. Il fallait dire à l'époque, ah ben oublie tout ça, relève pas le boubou, il faut plus nous parler de ça. Non, nous l'a dit non, il faut que nous parle. Les esclaves qu'elle a vécu dans les camps, c'est eux que l'a construit la ville. C'est eux que l'a fait les cathédrales, les églises, les édifices, l'hôtel du gouvernement. Cette exposition y appelle de l'esclavage à la liberté. Il représente à eux toute la période de l'esclavage et ce qui reste aujourd'hui de notre culture. Voilà, donc en fait les livres là, c'est disponible si tu veux lire, si tu veux. Oui, c'est à toi, oui. Il s'agit de restituer une histoire globale en réhabilitant les esclavisés, les résistants, les marrons, et qui prennent leur place dans la cité. La statue de Géréon, elle représente d'une certaine manière l'histoire de la lutte. Cette statue, elle a été mise en 2012 et on est en 2020. Donc le travail doit continuer. Sur cette place-là, c'est l'endroit où les esclavisés arrivaient et les négociants avec les propriétaires faisaient tout simplement leur marché, leur commerce. La loi Taubira considère justement cette personne comme un criminel parce que la traite
et l'esclavage est considéré comme crime contre l'humanité. Mahé, c'était le vice-roi des Indes, gouverneur de la Réunion, de l'île Maurice. Et c'est quelqu'un qui est surnommé l'accélérateur de la traite. Pour nous, c'est juste impensable que cette statue soit là, comme ça, nous narguer. Tout ce que vous voyez là, c'est des ruines de l'usine, une usine sucrière. On est sur un domaine qui a été un domaine important dans l'histoire de l'esclavage à La Réunion. Tout ça, c'est fait à main d'esclaves, ça. Toutes ces pierres-là ont été taillées, montées, cimentées à main d'esclaves. Sans que ceci n'apparaisse nulle part, ni sur les noms des rues, ni dans les statues qui trônent sur la place. Bli pas raconte zot mamay, comment nos ancêtres la sapent le maï. Sans base d'ici un 20 décembre, des fines révoltées depuis mois de novembre. Comment la sakouille coûte sa gaille, pour qu'elle sa boucle la niabou bataille. La dit non maladie, la pas bon, à non casse la scène la don d'allons. Silence c'est nous passé, violence manigancée, assez. Ça qui ignore l'histoire, les condamnés mou noirs, à retomber tôt ou tard, dans le même fait noir. Efface pas notre mémoire. Après malédiction colonialiste, la malédication nationaliste. Exote l'endoctrinement en douce, fine fan la farine, si ton cœur en douce. L'école étouffe notre l'écho, l'alcool engouffre dans notre coco. Nous grandis avec mauvais références, notre bourreau est ton méro pour la France. L'ignorance y enfante bonne racisme. Silence y devient négationniste, faut n'y résiste. Ce qui ignore l'histoire, condamné mon noir à retomber tôt ou tard dans le même fait noir. Efface pas notre mémoire. Je m'appelle Franco, j'exerce la profession d'éducateur spécialisé dans le 92, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires ou difficiles. Parallèlement à cela, je suis aussi militant dans la brigade anti-négrophobie. Je suis le porte-parole donc de ce collectif qui est né en 2005. La négrophobie, c'est le racisme anti-noir. Ils arrivent, ils arrivent. Hey, au sol, au sol, au sol, au sol. La France est un État négrophobe. Ça, la statue de Colbert qui a industrialisé et institutionnalisé la négrophobie et le meurtre des Noirs est la preuve de ce que j'avance. Vous entendez? Et après, on va dire que le racisme systémique n'existait pas. Ou que la négrophobie systémique n'existait pas. Non mais attendez, je ne suis pas violent, je vous assure. Et j'aime tout le monde. Interdit, s'il vous plaît. Non, ce qui est interdit, c'est le racisme. Et cet homme-là est l'apologie de la négrophobie. Donc, je suis tout seul. Mais alors, à ce moment-là, Quand la statue de Colbert, qui est quand même réputé être le père du Code noir, ou l'auteur, ou en tout cas l'un des co-auteurs du Code noir, qui est quand même un livre qui, dans son article, me semble-t-il, 44,
décrit les Noirs comme étant des biens meubles, donc des non-êtres humains, des gens il institutionnalise la torture d'État, le viol d'État, le crime d'État contre les Noirs, le meurtre, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est inimaginable, on peut le faire sur un Noir parce qu'il n'est pas un être humain et il est un bien meuble. Colbert a rédigé le Code noir au nom de l'État français, qu'il l'a mis en application de manière officielle, etc. Donc, l'État français, en cela, institutionnalise la négrophobie, et on peut parler là de négrophobie d'État. Dans mon travail, quelqu'un disait « Colbert n'a pas fait que ça, c'est quand même un grand personnage, etc. » Colbert a quand même fait la grandeur de la France, et j'entendais, moi, donc la grandeur de la France vaut qu'on tue, qu'on assassine, qu'on viole des millions de Noirs, et que ça valait bien la peine. Je veux rayer le disque du discours officiel. Est-ce que ce concept de pays des droits de l'homme, la France le mérite? C'est ça que je vais interroger. La station de bus Colbert, c'est la station à laquelle je m'arrête tous les matins pour aller au travail. Je m'occupe de populations de 11 à 25 ans. Je travaille avec un public qui n'a pas l'habitude de côtoyer les services de l'État. Et donc on sert un peu des traits d'union entre ces populations-là, l'administration, tout ce qui permet l'insertion, la réinsertion et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça aussi que je trouve qu'il y a un lien, même si je ne le fais pas valoir dans mon travail, avec tout ce que je fais dans le domaine de l'antiracisme ou de la lutte décoloniale, parce que ça vise à casser des clichés et à permettre à chacun de se reconnaître à sa juste valeur, contrairement à ce qu'a voulu Colbert, justement. De la colonie à la départementalisation, on n'a pas changé de système, on l'a juste adapté, modernisé, de façon à ce qu'il soit plus acceptable. Mais l'émancipation des gens qui sont ici ne se fait pas. Donc c'est ce ras-le-bol-là qui est souligné dans le déboulonnement des statuts. Je suis enseignante-chercheur à l'université. Ça fait 20 ans que je suis dans le monde politique, 20 ans que je m'intéresse aux problématiques de la Martinique, 20 ans que je constate que dans les familles, les gens ne connaissent même pas certains problèmes. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Madly fait partie du mouvement qui a renversé les statuts en Martinique. Pour elle, comme pour les autres militants, la lutte contre les symboles coloniaux ne s'arrête pas aux hommages rendus dans l'espace public. D'autres actions s'organisent. On est ici parce que sur vos bouteilles, vous avez des bouchons qui représentent 2 fois le drapeau 4 serpents. Il s'agit d'un symbole esclavagiste illégal et que ça constitue un délit. Nous voulons voir un responsable de l'entreprise, c'est tout ce qu'on veut. Le fait que ces produits-là soient commercialisés, ça nous insulte. Ça insulte notre mémoire et ça insulte notre identité actuelle. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, on ait un marketing qui repose encore sur l'imagerie coloniale? Ça n'apparaît pas uniquement par rapport au drapeau 4 serpents, mais on peut constater sur des bouteilles notamment que nous pouvons voir des scènes esclavagistes où on envoyait les nègres en mer pour récupérer des fûts. Nous, on a vu ce débat. Et il y a de cela 9 mois, on a décidé de retirer donc, les 4 serpents. Et on aura effectivement un changement total, je pense, au cours de l'année 2021. On a un problème avec les stocks. Déjà, nous, il faudrait qu'on ait un engagement écrit de tout cela. Le symbole que vous portez sur vos bouteilles, c'est un symbole qui a été fait en 1766, qui a participé au crime contre l'humanité qui est de l'esclavage. Donc quand vous mettez ça, c'est un délit, c'est pas un débat. C'est pas un débat, ça c'est l'apologie de crime contre l'humanité. C'est un délit pénal, ce n'est pas un débat. On a été en train de retirer les serpents et que c'est en cours. Tirez! Et je n'accepte pas
Quoi? certaines T'acceptes pas choses. quoi? On accepte certaines choses. Ouais, d'accord, mais moi, je n'accepte pas ces méthodes-là. Mais moi, C'est pas ça. Mais tu acceptes ça, Moi, mon pote. Martiniquais. Tu acceptes ça, mon pote. Et nous, on n'accepte pas ça, beaucoup. Nous, pas qu'à accepter. On ne peut pas vous obliger à faire les choses. Et moi non plus. Moi non plus. On peut pas nous obliger à accepter ça. On peut pas nous obliger à accepter ça. Bon, eh ben, on débouche toutes les bouteilles. Non, attends. Pavillon négrier. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que vous ayez une réflexion profonde sur les images que vous utilisez, qu'il n'y ait pas de symbole qui nous rappelle cette oppression. Après 6 heures d'attente et de négociations en vain, les militants sont expulsés par la gendarmerie. Ça fait très longtemps qu'on signale tout ça et qu'on le dit, que des avocats travaillent, qu'on constitue des dossiers par rapport au pavillon des Quatre Serpents. Mais pourtant, malgré les contestations écrites, malgré les demandes, malgré les marches, malgré les ateliers de réflexion, rien ne change. Donc là, on a vraiment décidé d'utiliser d'autres moyens. Suite à l'action, 4 militants seront condamnés en première instance à de la prison avec sursis. Ils sont accusés de violence en réunion, tentative d'extorsion de signature et rébellion. Pourquoi aujourd'hui cette boutique continue à faire l'apologie de crimes contre l'humanité? Vous protégez ceux qui sont dans le délit et nous les innocents qui demandons justice, vous nous emmenez en garde à vue. En juillet 2020, Madly se rend à une manifestation avec son fils de 22 ans, Kezia. Ils viennent soutenir des militants placés en garde à vue au commissariat de Fort-de-France. Très vite, la situation dégénère. Il saigne! Il saigne! T'es un fils de pute, c'est enregistré! Ouais. Continue à le taper. Vas-y, continue à le taper, vas-y, ouais. Continue à le taper. Là, on voit. Là, il le ramène. Et là, on regarde. Regardez celui-là. Il appuie. Et là, Kezia se relève. Il saigne. Il faut la regarder 1000 fois, cette vidéo. Il saigne. On a un moment sorti de l'hôpital et j'étais là et je l'ai vu sur une chaise roulante, escorté de 6 policiers. Sa tête ne tient pas, donc sa tête bascule comme ça. La tête ne tient pas, les yeux sont un peu dans le vague et tout. Et je leur demande pourquoi vous le ramenez au poste de police. Je dis, je suis sa mère, arrêtez-vous, je veux l'embrasser, je veux embrasser mon fils. Le premier geste qui est fait par les gendarmes, c'est d'aller main dans la main au commissariat de Fort-de-France pour expliquer que Kezia avait donné des coups de poing. Les vidéos démontrent que Kezia n'a pas porté de coups de poing. C'est pour ça que nous avons déposé plainte pour faux. Lorsqu'on agrandit les photos, on voit à quel moment on a un gendarme qui pose son genou sur les parties intimes de Kezia. Lorsqu'on regarde les vidéos attentivement, on voit à quel moment un gendarme plante son pouce dans l'œil de Kezia. Ce qu'il convient d'ajouter dans ce qui s'est passé le 16 juillet, c'est que Kezia dit « on m'a insulté, on m'a traité de sale noir ». Kezia dit aussi une autre chose. Un fonctionnaire de police lui a dit « Maintenant, tu n'iras plus manifester ». Kezia est accusé de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement.
Ce qui est arrivé à Kezia, c'était vraiment la goutte d'eau parce qu'il y a un acharnement sur les militants, où c'est eux qui sont poursuivis, c'est eux qui sont mis en garde à vue, c'est eux qui se retrouvent avec des procès. Il y a eu 2 jours d'émeutes dans la ville de Fort-de-France après l'agression des policiers et des gendarmes sur Kezia. Ouais, là on peut voir écrit Justice for Kezia. Je trouve que c'est une réplique plutôt pacifiste. Vu ce que nous on se prend dans la tronche, on s'attaque à du marbre. Et malgré ça, ben, ça reste problématique selon certaines personnes. Il ne fallait pas le faire comme ça, c'est pas la bonne méthode, etc. etc. Mais tabasser Kezia non plus, c'est pas la bonne méthode en fait. Le même jour, les militants renversent la statue de Joséphine de Beauharnais. La tête de la statue avait déjà été coupée dans les années 90 par une autre génération de militants. Fille de planteurs martiniquais, elle aurait, selon une croyance populaire, suggéré à son époux Napoléon Bonaparte de rétablir l'esclavage en 1802. Donc ça, ce sont les restes. C'est ce qu'on a bien voulu laisser dépasser. On aurait pu le couvrir, mais c'est pour que les gens ils se disent « mais il n'y avait pas de statue ici avant ». En fait, si, il y en avait une, mais maintenant, on a un bac de permaculture. Ça a été un coup de main de plusieurs personnes pour pouvoir monter ce bac-là. Oh, une petite pastèque là. Trop belle. Ah, on a un petit poivron qui arrive. Le chou paumé est super. Je suis aussi un black planter. C'est un militant qui a compris que la souveraineté de notre peuple, elle passe aussi par la terre. Et donc, on mène des actions coup de poing, mais aussi des actions où on construit, on essaye d'influencer vers un nouveau style de vie qui est un peu plus tourné vers la terre. Qu'on puisse être en mesure de produire nous-mêmes ce qu'on mange et de manger ce qu'on produit. Donc, à l'origine de la colère de Madly et Jay, il y a d'abord le chlordécone, un pesticide utilisé en Martinique pour tuer un insecte dans les bananeraies. Alors que sa toxicité était connue des scientifiques, les grands propriétaires issus des anciennes familles esclavagistes ont obtenu des dérogations de l'État français pour l'utiliser aux Antilles. Aujourd'hui, avec une persistance de 700 ans dans l'environnement, la Martinique est polluée pour des siècles à venir. Parce qu'un groupe de béquets a voulu se faire de l'argent avec la monoculture intensive de la banane, aujourd'hui 92% de la population est empoisonnée. 92% en Martinique, 95% en Guadeloupe. Juste parce qu'un petit groupe de mecs veut faire de la thune, en fait. Et on est censé rester silencieux? C'est parce qu'aussi, on s'est rendu compte de ce que c'est que le chlordécone et dans quelles conditions ça a été fait, qu'on s'est dit, mais non, mais là, on est dans une colonie. On est dans une colonie et tous ces symboles, et toute cette pensée-là, toute cette culture-là doit disparaître. C'est aussi ça. C'est que finalement, la pensée coloniale nous a rattrapés, est venue nous chercher. Elle est venue nous chercher dans nos boyaux, dans nos tripes. Quand on va se voir, quand on nous dit, eh ben, tu as un cancer. Madame, vous avez un cancer. Madame, votre fille a un cancer. Madame, votre maman a un cancer. Ou quand ta tante que tu as vue depuis ta super tati te dit, j'ai un cancer et que tu la vois se transformer. Et quand tu vois qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, et qu'on te dit qu'on nous annonce des records mondiaux de prostate, de cancer du sein, non, c'est pas possible. Le racisme, en fait, c'est un système. Et c'est quelque chose qui affecte chaque aspect de nos vies. Chaque aspect, vraiment. Que ce soit la santé, que ce soit l'économie avec le monopole des béquets. Dans tous les aspects de nos vies, on le ressent, en fait.
Franco est poursuivi pour son action devant l'Assemblée nationale. Il risque 3 750 € d'amende et du travail d'intérêt général. Ce procès est sa tribune. Someboy est là pour marquer son soutien. Jay, elle aussi poursuivie en Martinique, a fait le déplacement pour témoigner. Qu'est-ce que j'ai dit? T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. En fait, j'aurais dû te dire que tu étais pas en retard. Moi, je t'ai appelé pour pas que tu galères dans la queue. Non, ils t'ont dit quoi? Que je devais attendre dehors. Ah ouais? Et qu'on m'appellerait. Françoise Vergès est aussi appelée par la défense. Non, c'est parce que comme témoin... Ah, comme t'es témoin, d'accord, j'ai compris. Ce qu'on dénonce à travers l'action politique qu'on a faite, c'est pas simplement une dénonciation de forme. Les discriminations raciales qu'on subit aujourd'hui en tant que Noirs ont leurs racines dans un passé, et Colbert est la figure de ce passé. Et il a agi au nom de l'État en décidant à travers le Code noir que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Donc on peut facilement comprendre les discriminations raciales au logement, les discriminations raciales à l'emploi, les contrôles aux faciès, les crimes policiers racistes, à la lecture de ce passé-là qui estimait que les Noirs, leur vie ne comptait pas et qu'elles étaient méprisables. Et donc on espère que la justice comprendra que cette action allait bien au-delà d'une colère d'un individu. On essaie de nous faire croire à une liberté, égalité, fraternité, mais avec Colbert qui siège devant l'Assemblée nationale, c'est totalement incohérent et on est venu mettre la France devant cette incohérence-là aujourd'hui. Affaire envoyée aux emails. Attendez, maître. Affaire envoyée. Envoyée aux emails, maître. Maître, on a eu un renvoi au 10 mai aujourd'hui, c'est une date déjà importante. La date est intéressante parce que le 10 mai, c'est une date de commémoration en France de la tragédie qu'a représentée la traite négrière. Tragédie que dénonce notre client par l'offense à l'espace public et à la mémoire des afrodescendants et de ceux qui sont solidaires de leur souffrance que constitue la présence de la statue de M. Colbert dans l'espace public. Toujours en alerte, Franco se mobilise sur l'affaire Michel Zecler. En novembre 2020, le nom de ce producteur de musique tabassé par des policiers à Paris est venu s'ajouter à la liste des personnes noires victimes de violences policières. Toujours qu'elle soit de face. Merci beaucoup. À présent, je donne la parole à Franco, qui est le porte-parole de la BAN, la brigade anti-négrophobie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, je tenais à dire, on ne veut pas la justice pour un, on veut la justice pour tous. Et nous ne devons pas céder au chantage qui vise à faire de l'affaire Zecler une affaire individuelle. Si les attentats policiers qui ont été commis contre Michel Zecler n'avaient pas été filmés, si les attentats policiers qui ont été commis contre George Floyd n'avaient pas été filmés, le racisme systémique aurait transformé ces innocents en coupables. Nous ne voulons pas la justice pour un, nous voulons la justice. Et merci à vous tous d'être dans la rue. Aujourd'hui, les anciennes puissances coloniales sont sommées de regarder leur histoire en face. Même Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, le dit. Black Lives Matter. Behind today's racial violence, systemic racism, and discriminatory policing lies the failure to acknowledge and confront the legacy of the slave trade and colonialism. We also need to make amends for centuries of violence and discrimination, including through formal apologies,
truth-telling processes, and reparation in various forms. Après le renversement des statues de Schœlcher en Martinique, l'homicide de George Floyd par des policiers aux États-Unis a déclenché une vague internationale d'action contre des statues coloniales. En Angleterre, en Belgique et aux États-Unis, les pouvoirs publics ont fait retirer plusieurs statues contestées par les manifestants antiracistes. En France, à part quelques commissions municipales où la question s'enlise, rien n'est fait. Si la République n'est pas prête à enlever ces symboles, est-elle en mesure de construire une société plus juste et plus égale? Quand on fait ce genre de choses-là, c'est qu'on est optimiste, c'est qu'on est même idéaliste. Donc c'est ce côté un peu rêve d'enfant qui reste en moi, qui fait que j'ose croire aux valeurs humaines.